Lorsqu'on développe une application de manière générale, les développeurs s'appuient le plus souvent sur des design patterns. Les design patterns, ce sont des patrons de conception en français. Et en fait, les design patterns répondent à des problématiques bien précises dans le développement de manière générale. Donc il existe de multitudes de design patterns, je ne peux pas tous vous les lister tellement il y en a. Mais il existe quand même des design patterns qui sont vachement utilisés dans le développement de manière générale. Et le plus connu que vous avez certainement entendu, c'est le MVC. On dit souvent, oui, je voudrais que mon application soit MVC. En fait, le MVC, c'est Model View Controller, c'est un design pattern. C'est une manière de développer votre application qui va permettre de structurer ce développement. L'idée derrière ce design pattern MVC, c'est que la vue ne doit pas travailler directement avec le modèle, mais doit simplement afficher les données provenant du modèle. Le contrôleur est là uniquement pour contrôler et pour manipuler le modèle et les envoyer à la vue pour que la vue puisse les afficher. Vous voyez, ce principe de conception, une fois qu'il est bien respecté auprès des développeurs, va permettre de plus facilement maintenir votre application plus tard et aussi permet d'avoir des applications beaucoup plus performantes étant donné que si jamais vous avez besoin de modifier quelque chose au niveau du modèle, donc la façon dont vous récupérez les données, etc., vous savez où est-ce que vous allez aller pour modifier et pour optimiser ce travail-là. Donc en fait, la vue, en réalité, elle n'a besoin que d'afficher des modèles de données. Partant de ce principe, Facebook, quand elle a développé la librairie React, a donc instauré le développement par component. Sauf que le développement MVC, côté web, n'a jamais été trop adapté. C'est pour ça qu'on a beaucoup eu d'évolution dans le design pattern, où on a parlé à un moment donné de MV étoile, avec Angular notamment. C'est simplement parce que le MVC de base, comme on peut le connaître sur des serveurs back-end, n'est pas forcément adapté pour afficher des applications web, donc pour afficher des interfaces graphiques. Facebook, en même temps d'apporter React, a aussi apporté un nouveau design pattern qui s'appelle Flux. Donc Flux, c'est vraiment un concurrent MVC, ça n'a rien à voir, c'est pas du MVC, Flux, c'est juste un nouveau design pattern qui a été proposé par Facebook, qui fait qu'une fois que les développeurs suivent ce design pattern, votre application sera structurée d'une certaine manière, qu'elle sera par toute évidence plus facile à maintenir, mais aussi éventuellement plus performante. Alors en quoi consiste le design pattern Flux par rapport à MVC ? Simplement que dans l'architecture Flux, nous n'avons pas de contrôleur. Donc ça change un peu la donne. C'est-à-dire qu'auparavant, à chaque fois qu'on devait effectuer une action, c'est-à-dire que par exemple si on avait une URL sur laquelle on allait arriver et qu'on devait afficher une vue par rapport à cette URL, on faisait appel au contrôleur qui allait chercher les données qui correspondaient à cette URL et allait les afficher dans la vue. Ici avec Flux, il n'est plus question de contrôleur. Avec Flux, nous avons un workflow des données qui est précise, qui se concentre finalement plus sur l'affichage des données en tant que telles que manipuler les données. Parce qu'effectivement, lorsqu'on travaille sur un front-end, donc sur une interface graphique, la plupart du temps, on ne manipule absolument pas les données, on ne les transforme pas, on ne fait pas de calcul dessus. En général, on prend juste les données qui proviennent du back-end et on les affiche dans une vue. Donc vous voyez, tout de suite, la limite du modèle vue contrôleur classique, c'est qu'effectivement le contrôleur n'a plus aucun sens, étant donné qu'il n'a pas besoin d'effectuer de calcul particulier sur la donnée pour les afficher. En théorie, la donnée qu'on récupère d'un back-end est déjà prête à être affichée. Donc du coup, Facebook a repensé un peu ce design pattern de façon à ce qu'on se concentre beaucoup plus sur les actions qu'on peut donner à nos vues, mais aussi à la donnée qu'on veut afficher sur nos vues. Comment ça se passe ? Voilà, nous avons notre vue qui est représentée sur ce graphique avec ce carré. Cette vue va déclencher des actions. Donc les actions, ça peut être un clic utilisateur par exemple. Donc un utilisateur va cliquer sur un bouton, va cliquer sur un lien et à ce moment-là, la vue va pouvoir déclencher certaines actions. Ces actions, une fois qu'elles sont déclenchées, vont être mises dans un dispatcher. Ce dispatcher aura pour rôle de notifier nos données comme quoi il y a un changement à faire par rapport à une action précise. Donc ça peut être une action, une action vers le back-end, qu'on va récupérer des données précises. Donc un utilisateur va cliquer sur un bouton pour récupérer une liste de tâches à faire, admettons. Du coup, l'action va aller chercher sur le serveur la liste d'actions que l'on veut afficher en fonction de la vue qu'on souhaite afficher. Puis ensuite, cette action, une fois qu'elle a été réalisée, va être envoyée au dispatcher et le dispatcher va notifier notre modèle de données, en quelque sorte, qu'un changement doit être effectué parce que nous avons récupéré une nouvelle liste de tâches. Donc ensuite, une fois que notre store, notre modèle de données, a été mis à jour, automatiquement les vues qui sont abonnées sur certaines parties de notre store vont automatiquement se rafraîchir et se mettre à jour. Donc vous voyez, il y a une circulation des données qui fait qu'une vue ne pourra jamais aller modifier directement une donnée qui est dans notre store de notre application, mais ne va pouvoir que déclencher des actions qui, une fois que ces actions seront dispatchées sur le store, les données vont être mises à jour. Donc oui, une fois qu'on utilise l'architecture Flux, l'idée c'est qu'on ait un store global à notre application qui va être en fait le state de l'application. Donc on va parler de state. Le state est immutable, c'est-à-dire que le state ne peut pas être modifié directement, mais on va créer à chaque fois une copie du state précédent vers un nouveau state
Et de là, on va pouvoir faire une différence entre l'ancien state et le nouveau state, et c'est comme ça que React va optimiser les performances en ne modifiant que les parties du site qui doivent être modifiées parce qu'il y a eu telle modification sur nos données. Ce principe de fonctionnement n'est pas que une architecture d'application, mais va nous permettre d'être beaucoup plus puissant et beaucoup plus performant en termes de debug. Je m'explique. Le fait que notre state soit immutable va faire qu'on va mettre notre store à jour à chaque fois et nous allons garder une trace de l'historique de tous ces states d'applications différentes qui a eu lieu en fonction des clés d'utilisateur. Ce qui fait qu'en termes de debug, on est capable, à un moment donné, si l'utilisateur rencontre un problème, de pouvoir sortir l'historique de ce state et ensuite un développeur va pouvoir récupérer ce state, va pouvoir le mettre sur sa machine et va pouvoir rejouer entièrement tous les states consécutifs par lesquels l'utilisateur est passé avant d'arriver sur un bug précis. Et vous voyez que du coup, le développeur va pouvoir comme ça jouer avec le state, remonter en arrière, aller en avant pour voir jusqu'où le bug a eu lieu et quelle action a pu provoquer tel ou tel bug. Vous me direz, potentiellement on peut le faire avec d'autres frameworks, on peut le faire avec d'autres librairies. Oui, sauf que là aujourd'hui, la structuration de ces données, étant donné que nous avons un store qui est unique et un state qui est unique à notre application et qui est global à notre application, tout ça, ça facilite un peu ce travail de récupération d'historique de state ou autre. Aussi, l'avantage d'avoir un store comme ça global à l'application, c'est qu'on sait où vont les données. On sait que les données vont être à un endroit précis. On va pouvoir aussi plus facilement voir quelles sont les données qu'on stocke dans notre application et éventuellement optimiser tout ça pour stocker éventuellement moins de données ou on en stocker plus si on en stocke pas assez, etc. Donc chaque vue, à chaque fois qu'il va afficher une information précise, la vue ne va pas avoir une copie locale de la donnée à afficher, mais va puiser directement dans ce state global de l'application. Ce qui fait que vous sentez bien que toutes les données qui sont liées à notre vue vont pouvoir être centralisées à un seul point et c'est vachement plus facile à manager toutes ces données. Donc chaque vue qui va être affichée vont s'abonner à une donnée précise et vont pouvoir se mettre à jour dès que la donnée a été modifiée. Facebook, à contrario de React qui a proposé une librairie de vue, ne propose pas une librairie flux. En fait, la flux, c'est un patron de conception qui ne nécessite pas nécessairement une grosse mise en place de librairie. En fait, vous allez trouver par exemple sur GitHub un repository qui va s'appeler flux, mais il va fournir juste le dispatcher. C'est-à-dire qu'une fois qu'on souhaite dispatcher une action dans le store, en fait, ce dispatcher, ce code de dispatcher qui est assez simple, va pouvoir être fourni dans certaines librairies. Malgré tout, vous allez pouvoir trouver une librairie complète qui va vous permettre de mettre en place cette architecture beaucoup plus facilement et l'une des plus connues, elle s'appelle Redux. Alors il y en a plein de librairies qui sont sorties sur le design pattern flux, mais c'est vrai que la plus connue aujourd'hui, c'est Redux. Redux peut être utilisé en dehors de React, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre en place ce design pattern flux dans une application qui n'utilise pas React. Redux est vraiment la librairie la plus connue actuellement et utilisée sur Internet et permet de mettre en place très rapidement toute cette architecture flux avec tout un mode de fonctionnement avec les actions, avec les mises à jour des stores de façon automatique, etc. Et ensuite, la communauté a développé un plugin qui s'appelle React Redux qui permet de connecter React avec Redux. Et tout ça, quand un développeur regarde en détail comment fonctionne tout ce système, en fait, il se rend compte que tout ça a été vraiment bien pensé pour que ça soit le plus performant possible. Alors c'est peut-être pas forcément facile à mettre en place tout ça parce que ça fait une stack supplémentaire à rajouter sur votre application. Mais une fois qu'on est dedans et qu'on comprend tous ces concepts d'utilisation de React, de Redux, de React Redux, etc., on se rend vite compte que l'utilité de tous ces outils, et finalement on ne peut plus s'en passer par la suite parce que c'est vraiment très performant, c'est vraiment très facile d'utilisation et surtout en termes de debug pour les développements et même pour corriger des éventuels problèmes, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Voilà, j'essaie d'être au plus clair possible avec cette design pattern flux. C'est pas forcément évident de comprendre tous les concepts autour de Redux, donc j'essaie d'être le plus clair possible. Je vous invite à me laisser des questions en commentaire si vous souhaitez me poser des questions par rapport à toute cette architecture. Si vous avez des questionnements par rapport à ça, n'hésitez pas. Puis vous abonner à ma chaîne pour retrouver mes futures vidéos et je vous dis à très vite pour la prochaine.